Pour cette deuxième édition du podcast littéraire, je vais vous parler de 4 bouquins que j'ai lus au cours des 2 semaines qui viennent de s'écouler, depuis le dernier podcast en fait. Tout d'abord, on parlera de Bref entretien avec des hommes hideux par David Foster Wallace. Ensuite, on parlera de... non, pas celui-là, on parlera de White de Bret Easton Ellis, puis de Portnoy et son complexe par Philip Roth. Et on terminera avec Mona Lisa s'éclate de William Gibson. Donc commençons tout de suite avec Bref entretien avec des hommes hideux, qui est un recueil de nouvelles publié à la fin des années 90 par David Foster Wallace. David Foster Wallace, c'est un auteur dont j'avais entendu parler, que je connaissais de réputation depuis un certain temps, mais j'avais jamais rien lu de lui en fait, j'avais jamais eu trop la curiosité d'aller voir, et je sais pas si c'était le meilleur livre de David Foster Wallace par lequel commencer, mais dans tous les cas, je suis vraiment très content d'avoir fait ce premier pas, d'être rentré dans son univers avec ce livre. Et je dis univers parce que ce qui m'est apparu clair à la lecture de ce livre, c'est que Foster Wallace, c'est vraiment un auteur qui a mis en place tout un dispositif littéraire, tout un système assez complexe, même très complexe en termes de narration, en termes de vocabulaire, en termes de syntaxe, en termes de mise en page, pour en fait nous retranscrire sa vision du monde, qui est une vision assez pessimiste, mais en même temps pleine de lumière en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai eue en lisant ce livre, en particulier certaines nouvelles bien précises, c'était d'avoir une espèce d'échange avec l'auteur, d'avoir un mec qui me tendait la main pour me montrer certaines choses qu'il avait envie de me montrer, éventuellement m'aider à surpasser certaines épreuves, certaines difficultés que je pouvais rencontrer ou que n'importe quel lecteur pourrait rencontrer dans la vie. Donc c'était vraiment cette impression d'avoir un ami. Et pourquoi Bref entretien avec des hommes hideux ? Parce qu'en fait, c'est plusieurs nouvelles qui vont vous parler de personnes très différentes, parfois sympathiques, parfois horribles, mais que Foster Wallace résume finalement à leur humanité, en cherchant vraiment à fouiller à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'intérieur de leur psychologie. Le livre est très axé sur la dimension psychologique humaine, sur la sexologie, ce genre de choses. On va croiser toute une panoplie de personnages quand même assez sinistres en général, mais tous extrêmement humains, et donc on va les accompagner à travers ces différentes histoires, qu'elles soient extrêmement drôles, sinistres, parfois franchement gênantes, mais toujours avec une espèce de dimension un peu surréaliste, quoi. Et aussi souvent une dimension très métaphorique. Donc pour vous faire une espèce de panorama général de tout le livre, je vous parlais de quelques nouvelles comme ça prises un peu au hasard. Il y en a une qui m'a vraiment marqué, c'est la deuxième, qui s'appelle Au-dessus à jamais, et dans laquelle Foster Wallace met en place un narrateur qui s'exprime à la deuxième personne du présent, donc à la deuxième personne du singulier, pardon, donc le tu, et il s'adresse en fait à un adolescent qui vient de fêter son 13e anniversaire, qui se trouve dans une piscine municipale avec ses parents, avec sa sœur qui barbote dans le petit bain, et en fait le gamin est fasciné par cette espèce de plongeoir, d'immense plongeoir qui voit de l'autre côté de la piscine, et il a envie d'y grimper pour aller faire le grand saut, quoi, comme tout le monde. Et en fait, donc la nouvelle qui fait à peu près une quinzaine de pages, elle s'attarde à décrire toute cette espèce de trajet que le gamin fait depuis sa place assise au bord de la piscine jusqu'en haut du plongeoir, jusqu'au moment où il saute. Et il décrit ça avec énormément de minutie, énormément de détails, comme ça, très poétique, des instantanés, avec les impressions du gamin, mais tout est dit avec une certaine distance malgré tout, puisque c'est donc à la deuxième personne du singulier. Le narrateur exprime ce que le personnage donc est censé ressentir à ce moment-là de sa vie, et en fait ce qui se passe, c'est que toute la nouvelle devient une espèce de métaphore. Et donc, bien entendu, ce plongeoir peut être vu comme le saut dans l'inconnu, tout le passage où le gamin gravit les échelons, comme tout simplement la progression dans la vie, puisque ce jour-là, donc, il fête son 13e anniversaire, qui est un âge assez charnière, où on va dire que l'enfant commence à basculer dans l'âge adulte, commence à prendre conscience un peu du monde vraiment qui l'entoure, et en même temps, il va avec ça mettre tout un tas de détails un peu sordides. Par exemple, quand le gamin arrive en haut du plongeoir, il remarque 2 taches noires à hauteur justement du clapet, enfin de la planche pour sauter, qui sont en fait la corne des pieds des gens qui viennent tous s'agglutiner à cet endroit-là pour sauter.
Et après, bien sûr, le bond dans la piscine peut être vu comme une métaphore peut-être de la mort, de la fin de vie. En même temps, il y a aussi une idée peut-être de conformisme, de quelqu'un qui suit cette espèce de troupeau humain qui fait la queue, c'est minutieusement décrit, qui fait donc la queue en bas du plongeoir, à gravir les échelons un par un, donc là c'est une métaphore de la vie sans doute, pour au final que tout le monde se jette dans le vide, dans cette espèce de grand bain d'eau. Donc on peut vraiment voir interpréter la nouvelle de plein de manières différentes. Il y a aussi une nouvelle qui parle donc d'une nana qui est complètement dépressive, qui en gros passe son temps à enquiquiner ses amis, à les appeler sans arrêt, à les harceler, et c'est une nouvelle qui est assez difficile à lire, assez longue, parfois un peu pénible, ce qui je pense est un effet voulu, mais une particularité assez rigolote, c'est qu'il a recours énormément aux notes de bas de page, c'est-à-dire que donc il va y avoir un propos sur le personnage, et d'un seul coup vous allez avoir un petit report en bas de la ligne qui en fait va pas simplement être une parenthèse ou quoi, ça va être parfois une note qui va occuper plus d'espace que le texte sur la page elle-même, quoi. Et tout ça permet de créer en fait des espèces de récits encapsulés les uns dans les autres, et ça traduit assez bien, je trouve, l'espèce de perdition labyrinthique de ces personnages qui sont souvent bouleversés psychologiquement ou dérangés, comme c'est son cas un petit peu à elle. Ensuite, dans une autre nouvelle que j'ai trouvée extrêmement drôle, c'est le narrateur qui nous raconte en fait durant son enfance une série télé qu'il adorait regarder, qui est Ma sorcière bien-aimée, et dans laquelle donc le personnage de la sorcière avait le pouvoir d'arrêter le temps. Et donc en fait, lui, à partir de là, il s'est fait toute une espèce de fantasme, quelque chose qui est venu vraiment titiller sa libido autour de ce pouvoir, en s'imaginant que lui, il pourrait l'utiliser pour faire l'amour à des femmes pendant que le temps s'était interrompu. Et donc ce fantasme, il va le creuser durant des années, pendant toute son adolescence, toute sa jeunesse. Et sauf que plus ça va, plus il s'enfonce là-dedans, plus il le décortique, plus il le met à nu, et il se rend compte en fait au fur et à mesure, il s'enfonce dans une espèce de délire où il se demande, mais attendez, si il arrête le temps, est-ce que ça se passe uniquement dans la maison, dans le quartier, dans la ville, dans le pays, à l'échelle de l'univers? Il se met à se prendre la tête comme ça autour de cette espèce de problématique absurde. Il se rend compte que si le temps s'arrête, ça crée des espèces d'aberrations liées au mouvement des planètes dans le système solaire. Il part dans une espèce de délire total, et il finit en final par ne plus du tout être capable d'avoir de relations sexuelles, tout simplement. On est dans une espèce de délire un peu à la... ça m'a fait penser à un autre livre que je lisais en même temps, qui est donc Portnoy et son complexe de Philip Roth, où il y a des espèces comme ça de délire aussi sexuels extrêmement drôles. Ou bien il y a encore dans une autre nouvelle que j'ai trouvée assez éprouvante, assez dure à lire, où il dissèque un peu tout le mécanisme du traumatisme, et où il explique en gros qu'une personne ayant subi quelque chose par exemple d'aussi horrible qu'un viol, quelque part, ça lui donne un avantage sur d'autres personnes dans la vie, c'est-à-dire que cette épreuve traumatisante, elle lui permet en fait de se construire et de s'affirmer comme un être humain à partir de cette expérience. Dans une autre nouvelle, pour reprendre cette idée, il nous fait en fait le récit d'une femme qui se fait violer par un individu et qui finit au cours de l'acte tout simplement par avoir une espèce d'empathie pour lui. Donc voilà, quitte à nous mettre vraiment très mal à l'aise, à créer des situations très difficiles, très éprouvantes pour le lecteur, on voit que ce que Foster Wallace cherche vraiment à faire, c'est à tout simplement comprendre l'essence de la nature humaine dans des situations extrêmes, lorsqu'elle est en fait dépouillée de tout subterfuge. Je suis pas du tout un expert de Foster Wallace, c'était vraiment le premier livre que je lisais de lui. Je trouvais ça vraiment particulièrement jouissif à lire. Clairement, c'est pas pour tout le monde, ne serait-ce qu'au niveau de la forme, du style. C'est un auteur qui frise très souvent, ce qu'on pourrait appeler vraiment la littérature expérimentale. Là, je vous ai parlé que de certaines nouvelles parmi les 23. Il y en a honnêtement certaines que j'ai pas réussi à comprendre. Parfois, je les ai même survolées, je les ai à peine lues, j'ai sauté plusieurs pages, je dois avouer, parce que tout simplement, je voyais pas où il voulait en venir. Il y a certaines nouvelles qui sont très dures à lire. Il y en a une, par exemple, où c'est une succession en fait de définitions du dictionnaire. Il y a une autre nouvelle qui parle d'une nana qui est obsédée par l'idée que son mari n'ait pas de plaisir sexuel avec elle.
Et quand on arrive dans la deuxième partie, en fait, la structure narrative s'effondre, si on peut dire. Il n'y a plus d'histoire. Tout simplement, ce qui nous met Foster Wallace, c'est le plan qu'il a écrit de cette deuxième partie, où on a des flèches pour raccorder un peu les différents personnages, qu'est-ce qui se passe, et on a des notes où il écrit non, je vais pas mettre ça parce que ça fait un peu trop gnangnan, etc. Et comme ça, il fait éclater en fait tout le dispositif narratif en le réduisant à une espèce d'ossature, un squelette. Voilà, le livre est blindé de plein d'idées comme ça, littéraires, que je trouve très drôles. Parfois qui passent vraiment pas parce que c'est trop pénible à lire. Il y en a une, j'ai absolument rien compris, c'est des espèces de phrases qui n'ont pratiquement ni queue ni tête, comme si c'était un truc qu'il avait écrit, c'est comme une forme d'écriture automatique. Donc voilà, c'est vraiment pas un auteur qui est fait pour tout le monde. Je pense aussi au niveau des thèmes, il y a des thèmes qui sont vraiment très durs, que certains pourraient trouver un peu scandaleux, ça secoue quoi, ça secoue vraiment. Pour une personne par exemple qui serait un peu faible psychologiquement, des gens dépressifs, je sais pas si c'est vraiment le genre de livre qu'ils auraient intérêt à lire, ou peut-être que si, parce que justement ça pourrait les aider, et ça me fait penser à cette espèce de dimension bienveillante que j'ai vraiment ressentie en lisant ce bouquin, c'est-à-dire, comme je vous disais au début, cette espèce de main qui est tendue comme ça vers le lecteur, avec ce type qui cherche à décortiquer vraiment l'essence de l'âme humaine, quoi, la psychologie humaine sous toutes ses coutures, même à travers des situations vraiment atroces comme un viol, le décès d'une personne, tout ça. Je suis aussi content de vous en avoir parlé après avoir lu simplement juste un premier livre, parce que j'ai l'impression que Foster Wallace, c'est un auteur qu'il est bon de savoir apprécier sans forcément trop en savoir sur lui, trop aller voir des choses sur internet, parce que malgré tout ça reste une personnalité assez controversée, au-delà de ses écrits qui peuvent être vus comme subversifs. Foster Wallace, c'est un type qui est très polarisant, j'ai l'impression, c'est-à-dire que c'est à la fois très cool de dire que vous aimez David Foster Wallace, mais c'est aussi très cool de dire que vous l'aimez pas du tout. Et donc David Foster Wallace, c'est une personnalité vraiment très clivante, qui a vraiment des adorateurs, une communauté comme ça de gens qui l'idolâtrent, et à côté des gens qui sont beaucoup plus critiques vis-à-vis de son œuvre. C'est le cas par exemple de Bret Easton Ellis. Ça me permet de faire en douceur la transition avec son livre White. Ellis qui n'a jamais rencontré David Foster Wallace, mais qui entretenait une espèce de correspondance un peu à distance avec lui, par médias interposés, où il se saluait comme ça. Mais donc dans son bouquin White, il y a un passage assez court où il parle de lui, et où il est extrêmement critique vis-à-vis de Foster Wallace. Il n'hésite pas à dire que c'était probablement l'écrivain le plus surestimé de sa génération. Par exemple, il y a un moment où il dit, je vais retrouver le passage... J'admire chez David Foster Wallace l'ambition et le talent, et le goût fertile pour l'expérimentation littéraire, même si je pense qu'il était, pour l'essentiel, un imposteur en tant qu'artiste, dont la personnalité fourbe trompait sur sa complexité réelle. Donc vous voyez des mots comme ça assez difficiles, et c'est pas le seul à le penser, à l'avoir dit, c'est quelque chose que j'ai assez souvent croisé comme opinion. Et donc voilà, je voulais parler de lui dans le podcast vraiment dès le premier livre, parce que j'avais pas envie d'être trop influencé par tout un tas de choses que je pourrais voir ou lire à droite et à gauche. Moi, ce qui m'apparaît clair quand je lis ce bouquin, c'est qu'il y a une vraie bienveillance. Je sais pas à quel point le personnage Foster Wallace qu'on peut voir un peu dans les médias était réel ou non, à quel point est-ce qu'il s'est créé une espèce comme ça d'enveloppe médiatique, de personnages pour faire passer le marketing de ses bouquins. Mais moi, ce que je sens dans son livre, dans celui-ci en tout cas, c'est une vraie authenticité et une vraie générosité, quoi. Et puis concernant toutes ces espèces de polémiques qu'il peut y avoir autour de lui, autour de son œuvre, de dire oui, c'était de l'esbrouf, tout ça, moi ce qui est certain, c'est que j'ai vraiment trouvé qu'il y avait... c'est assez irrégulier en termes de qualité. D'ailleurs c'est rigolo parce que dans le livre, dans le White de Ellis dit que il est certain en revanche que Foster Wallace était un génie, et je trouve que ça résume assez bien effectivement ce qu'on peut ressentir en le lisant, c'est-à-dire que c'est un type qui a des fulgurances, c'est pas toujours très régulier ce qu'il écrit, mais il y a vraiment des passages comme ça où il y a des éclairs lumineux, des éclairs de génie, où au détour d'un paragraphe, au détour d'une phrase, on se retrouve avec un passage qui nous saisit comme ça, où on se dit waouh, c'est incroyable quoi. Donc son œuvre la plus connue, ça reste donc Infinite Jest, qui est en français donc l'Infini Comédie.
C'est un énorme pavé de plus de 1000 pages, hein, je crois, c'est vraiment énorme. Je sais pas du tout quelle forme ça prend. Je pense que je vais vraiment m'y intéresser à un moment et le lire. Voilà, j'espère juste que c'est un peu plus digeste que certaines nouvelles qu'on a ici qui sont vraiment très expérimentales, très complexes, mais voilà, au détour desquelles on trouve toujours, comme ce que je vous disais, ces éclairs comme ça de génie qui font que malgré tout on a envie d'aller plus loin et pour trouver ces petites perles qui disséminent à droite et à gauche, quoi. Donc voilà, on va maintenant parler de White, écrit par Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis qui est un auteur, un de mes auteurs préférés, que je suis vraiment depuis très très longtemps, et je pense que c'est la raison pour laquelle ça a été une petite déception, White. Bon, déjà, la première raison, c'est que c'est pas une fiction, alors que bon, je trouve que Ellis, c'est encore ce qui fait le mieux, la fiction. Mais bon, là, j'ai l'impression parce que j'ai compris, c'est pas vraiment quelque chose auquel il a envie de revenir de sitôt. Il a souvent dit dans des interviews que ça l'intéressait plus beaucoup, et il s'est davantage tourné vers une espèce d'observation de la société, et des phénomènes culturels qui gravitent autour de nous comme ça, avec une approche beaucoup plus journalistique. En fait, ce qui m'a pas mal déçu dans White, c'est que si vous suivez Ellis assez attentivement, que ce soit à travers ses réseaux sociaux ou à travers son podcast qu'il a démarré en 2013, le livre apporte pas grand chose de neuf en fin de compte. C'est-à-dire que il répète beaucoup de choses qu'il a pu dire dans son podcast à travers les années, à travers tout un tas d'interviews. Donc au part ça lui donne une cohérence, quoi, mais il n'y a pas beaucoup de matériaux inédits là-dedans, à part ce que je vous ai lu tout à l'heure au sujet de David Foster Wallace. Je savais pas du tout qu'il était aussi critique vis-à-vis de lui, c'est vraiment un truc que j'ai découvert. Mais après, du reste, le livre, il s'appuie comme ça un peu sur des concepts qu'il a mis en place depuis plusieurs années. En gros, de quoi ça parle, White? En fait, ça s'appuie essentiellement sur l'élection de Donald Trump en 2016, à travers laquelle Ellis cherche à nous montrer comment on vit dans une société qui est devenue progressivement très intolérante, et surtout qui ne peut plus vraiment supporter l'idée de considérer, on va dire, deux idées contradictoires en même temps. C'est un peu ça que fait écho le titre du roman, White, ça n'a rien à voir avec une histoire de couleur de peau, hein, le livre ne traite pas de tout ça, mais plutôt cette idée qu'il n'y a plus du tout, tout est tout noir ou tout blanc, vous faites partie d'un clan politique ou d'un autre, et il ne peut pas y avoir de compromis, il ne peut pas y avoir de dégradé entre les deux, c'est tout noir ou tout blanc. Et donc à travers l'essai, Ellis s'attarde très très longuement sur les réactions de l'élite américaine, en particulier dans le monde de l'entertainment, après l'élection de Donald Trump, quand ils étaient vraiment médusés, et quand tout le monde s'est mis à avoir cette espèce de réaction épidermique vis-à-vis de ceux qui pouvaient le soutenir. Et à travers donc ces réactions médusées qui nous rapportent, ce qu'ils cherchent surtout à développer, c'est cette espèce de culture qui s'est mise en place, ce qu'on appelle la cancel culture, la culture de l'annulation, qui consiste en fait à, en gros, outer quelqu'un, à le mettre complètement sur le banc de touche à partir du moment où il va exprimer une opinion qui est en fait contraire à l'opinion dominante du moment, dans des domaines aussi variés que la politique, ou tout simplement une chanteuse, un groupe de musique, quoi, aux caisses. Et qu'il y a cette espèce de police de la pensée qui s'est mise en place, notamment sur les réseaux sociaux, pour complètement détruire en fait toute opinion contraire à la leur. Il nous montre aussi comment est-ce que, à l'heure actuelle, il estime que la gauche américaine, donc le parti démocrate, c'est en quelque sorte dynamité tout seul, en s'érigeant depuis des décennies comme une espèce de parangon de vertu, comme en fait des gens qui dicteraient qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et qu'au final, cette espèce de stratégie s'est complètement refermée sur eux, et que c'est devenu en fait, en quelque sorte des espèces de gardiens de la bienséance, une espèce donc de police de la pensée, quoi. Donc c'est un livre qui a fait quand même pas mal parler de lui, qui a même créé certaines polémiques, parce que bon, il exprime un point de vue qui est vraiment qui est contestable dans le livre, mais qui a vraiment le mérite d'exister. Ce qui rend le livre, je trouve, très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui s'exprime très très librement, non pas par un tweet de quelques dizaines de caractères qui peut être détourné de plein de façons que ce soit, mais donc dans une espèce d'argument, dans une argumentation qui est très construite.
Et puis tant qu'on y est, puisqu'on parle de Bret Easton Ellis, je voudrais faire une petite parenthèse pour vous parler d'un livre audio, parce que après tout c'est un podcast littéraire, donc ça comprend aussi les livres audio, et moi j'en écoute pas mal des livres audio, ça me permet de gagner du temps sur des livres que je sais que je vais pas avoir forcément trop le temps de les lire, donc voilà, je me les mets dans le Walkman. Et donc c'est American Psycho, une version qui est lue par Pierre Tissot, et qui est absolument exceptionnel. American Psycho, donc c'est un livre qui m'avait pas mal marqué, que j'avais lu il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, et je l'avais lu qu'une seule fois. Et là, le livre audio m'a vraiment fait redécouvrir le texte, et la lecture est absolument parfaite. Souvent, moi, ce qui me gêne dans les livres audio, c'est la voix du lecteur va parfois être un peu trop rapide, je vais pas aimer l'intonation, tout ça. Là, c'est vraiment la perfection, quoi. Le type est très 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 fort. Je crois que c'est un comédien à la base et ça se voit, quoi. C'est-à-dire que c'est un livre où il y a quand même énormément de dialogue et la manière dont il arrive à retranscrire la personnalité de Bateman dans le bouquin, donc cette espèce de serial killer sadique complètement fou. C'est vraiment exceptionnel, quoi. Il met toujours les pauses parfaitement où il faut, l'intonation elle est nickel, sa voix comme ça froide, glacée, on la retrouve complètement. C'est probablement un des meilleurs livres audio que j'ai écouté jusqu'à maintenant. En troisième, j'avais prévu de vous parler de Portant et son complexe, mais je me rends compte que j'ai passé pas mal de temps sur Foster Wallace, donc je vais pas vous en parler dans ce podcast-là, on va remettre ça plus tard, surtout qu'il y a énormément de choses à dire, c'est un livre qui m'a fait rire mais énormément, et j'ai pas envie de gâcher le truc, donc on va remettre ça plus tard. Et donc je vais finir en vous parlant de Mona Lisa s'éclate. Je vais pas vous parler spécifiquement de ce livre-là, mais plutôt de l'auteur, William Gibson, parce que donc Mona Lisa s'éclate, en fait, c'est le troisième volet d'une trilogie entreprise avec Neuromancien, et ça n'a pas grand intérêt que je vous en parle si vous n'avez pas lu les précédents. William Gibson, c'est un auteur que j'ai découvert il y a environ un an, c'était vers le début du premier confinement, et j'ai découvert cet auteur de manière assez singulière, parce qu'en fait, je cherchais sur internet des livres de science-fiction bien écrits. En fait, chercher ça parce que moi la science-fiction c'est pas un genre qui me plaît énormément. J'avoue que c'est un genre que j'ai tendance un peu à dénigrer pour la simple raison que moi ce qui m'intéresse surtout dans les livres en fait c'est le style. Et le problème de la science-fiction, comme souvent je trouve dans la littérature un peu de genre, c'est que le style est un peu mis en retrait par rapport à l'intrigue en fait. Et quand j'ai fait mes petites recherches, je suis tombé pratiquement aussitôt sur donc cet auteur et sur un roman dont j'avais entendu parler très 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 vaguement qui s'appelle Neuromancien. Neuromancien, c'est vraiment considéré comme le chef-d'œuvre de William Gibson, c'est son livre le plus connu en tout cas. Beaucoup de gens considèrent que c'est vraiment le livre qui a lancé tout le courant cyberpunk. Il y a même certains qui affirment que ça aurait inspiré donc le Matrix des frères, enfin des sœurs Wachowski, pardon. Dès que j'ai ouvert le livre, première ligne m'a frappé aussitôt, c'est c'est l'une des phrases maintenant, d'ouverture de romans les plus connues de la littérature. C'est écrit « The sky above the port was the color of television tuned to a dead channel », ce qui peut se traduire en français par « Le ciel au-dessus du port était couleur télé calé sur un émetteur hors service ». C'est une phrase qui, je trouve, résume très très bien le style de Gibson, c'est-à-dire qu'il a une prose qui est pleine de métaphores, qui sont des mélanges un peu de technologie, d'images aussi très poétiques. Et c'est ce qui m'a plu aussitôt quand j'ai commencé à le lire, et qui a fait qu'en à peu près un an, j'ai lu une grosse partie de son œuvre. C'est vraiment cette espèce de capacité à exciter notre imagination très rapidement, avec comme ça des phrases chocs très percutantes. La majorité des livres de William Gibson se passent dans une espèce de futur assez proche, un futur assez crado, d'où le terme cyberpunk, où le monde est contrôlé par des Daihatsu. Donc qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est des espèces de multinationales, et où des espèces de pirates informatiques se font la guerre à travers les cyber-réseaux, etc. Pour vous résumer très rapidement Neuromancien, parce que c'est une histoire très très complexe, ça parle d'un type qui s'appelle Case, qui est ce qu'il appelle un cow-boy du cyberspace. Donc en gros, c'est une espèce de pirate informatique, dans notre conception à nous. Et ce type, malheureusement, il a une espèce de virus qu'on lui a implanté, qui fait qu'il n'a plus la capacité de se connecter au cyberspace, qui est donc une espèce de vision d'internet matérialisée dans un univers virtuel. Et ce type Cage, il est mis en relation avec un mystérieux personnage qui s'appelle Armitage, et ce mec lui propose
à condition de remplir une mission pour lui, de lever l'espèce de virus qu'il a dans son corps et qui l'empêche de se connecter au cyberspace. Sauf que, rapidement, la situation va un peu tourner à l'autre boudin, et donc il va se retrouver confronté à tout un tas d'ennemis, et notamment des intelligences artificielles maléfiques. Il y a une vraie dimension visionnaire dans son œuvre, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que ces livres, Neuromancien, toute la trilogie, donc Neuromancien, Compte Zéro et Mona Lisa s'éclate, elle a été écrite dans les années 80. Donc à l'époque, le Internet, c'était vraiment à des années-lumière d'être ce que c'est aujourd'hui. Et pourtant Gibson a vraiment eu ce côté visionnaire, parce qu'il a réussi à entrevoir tous les enjeux géopolitiques qu'il allait y avoir avec l'Internet, et il a écrit des récits qui donc mettent en scène des espèces de guerres comme ça, commerciales ou de services secrets, par hackers interposés, par software informatique, que ça soit ce qu'il appelle donc des espèces de virus, donc l'ancêtre des virus selon lui, des brise-glaces, des intelligences artificielles maléfiques, toutes sortes de choses qu'il a vraiment su anticiper bien avant l'heure. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que j'avais écouté une interview de lui dans laquelle il expliquait qu'un roman aussi visionnaire que Neuromancien, ça serait pratiquement impossible de l'écrire aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que aujourd'hui les informations sont tellement partagées à travers le monde dans tous les sens, que ce serait très difficile pour un auteur qui se serait fait un peu tuyauter, comme ça a été son cas à une époque sur une technologie, donc en l'occurrence l'internet, que ça serait très difficile de garder ça pour lui et d'être le seul à écrire sur le sujet jusqu'à la sortie de son livre. C'est ce qui s'est passé avec Neuromancien, c'est qu'il avait vraiment une longueur d'avance, parce qu'il a eu la chance, c'est un petit peu, il a expliqué un peu comme ça, entre les lignes, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au début des années 80, qui l'ont vraiment rencardé un peu sur toutes ces nouvelles technologies qui allaient émerger dans les années à venir, et il avait une longueur d'avance sur tous les autres auteurs de sa génération, et c'est ce qui lui a permis d'écrire ces livres complètement visionnaires. Et donc à travers Neuromancien, on retrouve vraiment toute l'essence du style de Gibson. Moi, c'est vraiment mon livre préféré de lui. Il y a un côté très sauvage dans l'intrigue, le rythme, toutes les métaphores. Ce qu'il faut voir, c'est que Gibson, c'est quelqu'un qui écrit des intrigues qui sont extrêmement complexes, extrêmement difficiles à suivre. En général, son modèle d'intrigue, c'est qu'il va séparer l'histoire en 3 flux, c'est-à-dire en 3 groupes de personnages ou 3 personnages qu'on va suivre en alternance d'un chapitre à l'autre, et tous ces personnages vont finir par se rassembler à la fin, et ce qui va donner donc lieu au climax final, quoi. Et donc moi, le style de Gibson me fait beaucoup penser à ce qu'on peut retrouver dans les romans noirs, c'est-à-dire des intrigues très épaisses, comme ça, très denses, très complexes, qui finissent presque par disparaître au profit des personnages et au profit de l'ambiance. C'est-à-dire que c'est des livres qui sont très 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 difficiles à suivre vraiment vraiment dans le détail. On peut être très rapidement perdu si on se déconcentre un instant, et je suis même pas sûr que Gibson en ait vraiment quelque chose à foutre de nous perdre en cours de route, puisque parfois ça fait même partie du jeu, c'est-à-dire de nous embrouiller un peu comme ça d'un personnage à l'autre, où on sait plus très bien qui est du côté de qui fait quoi, en fait exactement comme dans les romans noirs, comme aussi dans les films noirs, Le Grand Sommeil, Le Faucon Maltais. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque faisceau de l'intrigue donc, est assujetti évidemment à un point de vue qui est le point de vue d'un des personnages, mais au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la fin, et parfois les personnages vont se croiser, mais vu qu'ils ne se connaissent pas forcément, ils vont donner une description assez impersonnelle du type qui est en face, et ça va être à nous, lecteurs, de comprendre que ce personnage dont il est en train de parler, c'est un personnage que nous, on connaît depuis le début de l'histoire, qu'on suit depuis le début de l'histoire, mais vu à travers les yeux d'un autre groupe de personnages. Donc ça crée comme ça des situations assez complexes, des espèces de quiproquos, où les personnages vont considérer que lui, par exemple, est un ennemi, alors qu'en fait il ne l'est pas, et le découvrir seulement après. Donc comme je vous disais, ce qui m'a particulièrement intéressé avec Neuromancien, c'est le style de Gibson. Le style de Gibson, c'est en termes de narration déjà, c'est un style qui est très 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 rapide, très frénétique. C'est quelqu'un qui aime beaucoup attaquer ses chapitres, par exemple en plein milieu d'un dialogue, en plein milieu d'une action, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, il va couper en plein milieu d'une phrase, on va retrouver un autre groupe de personnages plus loin, on va avoir le droit à un flashback qui va nous expliquer un truc qui s'est passé donc très longtemps avant, ou au contraire sur un passage qu'on avait raté un peu plus tôt. Tout est très enchevêtré, et ça rend le truc très très difficile
difficile à suivre, mais en même temps c'est très exaltant parce qu'on a le même sentiment que ce que peuvent éprouver les personnages, d'être perdus au milieu d'intrigues très labyrinthiques, très complexes. Dans son style d'écriture, il y a quelque chose que moi j'adore et qui est vraiment très remarquable, c'est qu'il se focalise énormément sur des détails. Gibson, c'est quelqu'un, quand il va vous décrire par exemple une pièce dans laquelle entrent les personnages, il va très rarement vous dire « Ah oui, donc c'est une pièce grande, là il y a une fenêtre, là il y a un tapis ». Non, il va vraiment s'attarder sur un détail particulier et le décrire vraiment d'une manière toujours très pittoresque en mélangeant donc des éléments de poésie à des éléments technologiques. Il va par exemple se focaliser sur les gaines électriques qui pendouillent du plafond. Pour un personnage, il va se focaliser sur un tatouage qu'il va porter. Donc voilà, William Gibson, c'est vraiment un auteur que je vous conseille. Moi, je suis devenu ultra fan et comme je vous disais, j'ai quasiment tout lu de lui en l'espace d'un an. Il n'a pas écrit tant de livres que ça. Malgré tout, si je devais vraiment vous en donner 3 par lesquels attaquer son œuvre, j'aurais tendance à vous conseiller tout d'abord de lire Gravé sur Chrome, qui est un recueil de nouvelles qu'il a publié, je crois, en tout premier. Il me semble que c'est sa première publication, et donc c'est des nouvelles qui sont toutes absolument géniales. C'est un livre qui est vraiment très 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 estimé d'un point de vue critique. C'est considéré comme un des meilleurs recueils de nouvelles écrits par un auteur de science-fiction. C'est vraiment brillant, et je trouve que c'est une bonne introduction à son univers. Et en plus c'est rigolo parce que donc le titre Gravé sur Chrome est un petit clin d'œil, parce qu'en fait Gibson, pour une raison que j'ignore, mais le terme chrome est un terme qu'on retrouve très souvent dans ses livres, dans ses intrigues. Il aime bien le disséminer comme ça, à droite et à gauche, dans des endroits parfois un peu incongrus, pour une description de tel ou tel truc. C'est une espèce de gimmick comme ça, un mot qu'on retrouve de tout au long de son œuvre, un peu comme un clin d'œil qu'il nous fait. Le deuxième que je vous conseillerais, c'est Neuromancien, c'est quand même son chef-d'œuvre, c'est le livre qu'il a fait connaître, on va dire, à un public un peu plus large, quoi. On sent que c'est un livre qu'il a écrit quand il était jeune, que c'est un de ses premiers. Il y a un côté vraiment frénétique, un côté sauvage, un peu parfois mal dégrossi, que je trouve vraiment excellent. Et ensuite, j'aurais tendance à vous conseiller Lumière virtuelle, qui est en fait le premier volume d'une autre trilogie que Neuromancien, qui est en fait la trilogie des ponts, qu'il appelle ça, enfin du pont, et donc qui est complété par un deuxième tome qui s'appelle Idoru, et le troisième qui s'appelle All Tomorrow's Parties. Parce que donc voilà, il aime bien construire des œuvres sous la forme de trilogie, sachant que quand je dis trilogie, c'est pas des trilogies comme Le Seigneur des Anneaux où il y a vraiment une continuité, où vraiment le deuxième volume est la suite directe du premier. Chez lui, c'est beaucoup plus diffus. C'est-à-dire que la trilogie Neuromancien, qui est constituée donc de Neuromancien, de Compte Zéro et de donc le dernier Mona Lisa s'éclate. Je vais pas vous dire que vous pouvez les lire dans le désordre parce que ça serait une connerie, mais il n'y a pas de lien direct entre les bouquins. C'est plus un univers qui crée avec des personnages qu'on a croisés dans le premier ou dans le deuxième qui vont revenir dans le troisième, qui vont comme ça un petit peu, il va y avoir des échos, mais il n'y a pas une continuité narrative très marquée, quoi. Donc voilà pour cette deuxième édition du podcast. Dans le prochain, je pense que l'on parlera donc de Portnoy et son complexe, qui m'a fait vraiment beaucoup rire. Aussi peut-être du livre audio, l'autobiographie d'Obama que je suis en train d'écouter. J'étais aussi en train de lire L'homme invisible de Ralph Ellison. Je sais pas encore trop, mais ce sera probablement là-dessus que ça va porter. Ciao.